Bonjour et bienvenue à John Egan et son histoire, une série de capsules vidéo commémorant John Egan en tant que baron du bois de l'Outaouais et le 175e anniversaire de son élection en tant que premier maire d'Elmer en 1847. Je m'appelle Isabelle Demeul, présidente de l'Association du patrimoine d'Elmer. La production de ces capsules vidéo a été rendue possible grâce au programme de soutien aux initiatives de commémoration du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Dans cette vidéo, notre invitée est Mme Michèle Mondoux, autrice de plusieurs livres sur l'histoire de la région de l'Outaouais. Aujourd'hui, elle nous parle de John Egan, sa famille et sa résidence. Bonne écoute. John Egan est né dans une famille de propriétaires terriens à Lissavanhaun, County Galway, en Irlande. Son père est décédé en 1820 alors que John n'avait que 9 ans. C'est son frère aîné qui hérita des terres et c'est possiblement à ce moment qu'il décida de tenter sa chance en Amérique. À son arrivée à Québec, il frappe à toutes les portes des marchands de bois de la ville offrant ses services. Il dénicha un poste de commis de dépôt chez Thomas Durrell dans le canton de Clarendon, dans le Pontiac. Durrell était l'un des principaux marchands de bois sur l'Outaouais supérieur. Egan était déterminé et prêt à faire le nécessaire pour réussir et se faire connaître dans son nouveau pays. Il logeait chez le capitaine Prendergast, près de Charville. Après avoir servi dans la guerre de 1812, Prendergast s'installa près de Charville, où il construit un quai et un moulin, connus à l'époque comme Prendergast Mills. Une partie du travail de John Egan consistait à acheter des fournitures et denrées pour les chantiers. Il s'adapta rapidement aux mœurs et coutumes locaux. Avec son traîneau, tiré par un cheval caparaçonné à la canadienne française, il circulait à la grandeur du canton pour acheter du foin, de l'avoine, du porc et toute autre marchandise nécessaire pour les chantiers. Avec sa persévérance et son honnêteté, Egan s'est tissé un réseau d'amis et de collègues dans le métier. Il était bien organisé et comprit vite comment l'industrie du bois fonctionnait. Après avoir acquis de l'expérience comme commis de dépôt, il ouvrit un magasin d'approvisionnement pour les marchands de bois et les bûcherons sur la rue principale à Elmer en 1833. Dans les années 1840, il était devenu le plus gros commerce du village. Tout en approvisionnant une quarantaine d'autres producteurs de bois, Egan se mit à construire des barrages et des glissoires sur l'Outaouais supérieur afin d'acheminer son propre bois au marché sur les rivières Bonne-Chère, Couillon, Petawawa et Madawaska. Dédié à encourager l'essor économique d'Elmer en particulier et de la vallée de l'Outaouais en général, il était membre de tous les groupes qui existaient à l'époque. En mars 1836, alors âgé de 24 ans, il participa à la fondation de la Ottawa Lumber Association à Bytown. Et dès le début de 1837, il avait fondé la John Egan & Company à Elmer avec Henry le mesurier, grand exportateur de bois de Québec, William Henry Tilstone et Haviland le mesurier Routh. Ils exportaient du bois en Europe. En 1846, il fut nommé major du bataillon de la milice de l'Outaouais, commandé par Ruggles Wright. Il servit aussi comme lieutenant-colonel du 4e bataillon. Il a aussi fait partie du comité de la Bytown Immigration Society, présidé par Thomas McKay. Il est l'un des 4 bailleurs de fonds avec Charles Sims, Robert Conroy et Harvey Parker du premier moulin à farine et scierie à Elmer en 1839.
De conversion anglicane, il contribua généreusement à la fondation de l'église Christ Church à Aylmer. 9 ans après son arrivée en Bas-Canada, alors âgé de 28 ans, il était temps de s'installer et fonder une famille. Le révérend John Cruikshank bénit l'union à son mariage à Anne-Margaret Briscoe Gibson de Bytown le 13 août 1839. Née en 1818 à Tipperary en Irlande, elle était l'aînée du capitaine William Gibson. Il construit son manoir en 1840 sur 30 acres de terrain à l'entrée nord-est du village d'Aylmer. Nommé Mount Pleasant, avec une vue imprenable sur la rivière, ses jardins impeccables, la maison de pierre grise de 2 étages et demi était considérée un véritable palais dans la région. De style georgien, à façade équilibrée avec coins en pierre façonnés, une toiture en pente et des lucarnes sur le côté. Les larges fenêtres avec vitraux supérieurs multiples, une porte principale double avec une imposte à angle plat et des lumières chaque côté étaient reproduits dans un vestibule du même style. Tel que digne d'un marchand de bois prospère, cette vaste maison était d'une splendeur inégalée. L'intérieur était lambrisé de chêne travaillé et comprenait une énorme salle de bal. En plus d'être convaincant, John Egan possédait le sens de l'organisation et aucun détail était négligé. Respecté de tous comme premier maire d'Aylmer et député à Québec, il avait à cœur la prospérité et le bon fonctionnement de l'établissement. Il tentait constamment d'améliorer les équipements. Il se tissait des liens et des connexions avec les personnes susceptibles de faire avancer ses projets. Il les recevait chez lui à de somptueux banquets, tout en semant la graine qui ferait grandir et réaliser ses plans. L'été de 1853 fut une saison très achalandée pour la famille Egan, qui comptait déjà 7 enfants âgés de 11 ans à 1 an. Selon le recensement de février 1851, le premier recensement officiel, il y avait 8 serviteurs chez les Egan, dont Mary Daly, Eliza Casey, Rose Jennings, Catherine Shannon, John Armstrong, Michael Glenn, George Volant et Jonathan Livingston. À l'été de 1853, il reçut Francis Inks, co-premier ministre du Canada-Ouest, et Lord Drummond, procureur général du Bas-Canada. Au début d'août, il reçut en grande pompe le gouverneur général Lord Elgin. Toute la population a eu un rôle à jouer dans les préparatifs de cet événement d'importance. Après le trajet Québec-Montréal, Lord Elgin et sa suite montèrent à bord du vapeur Phoenix à Grenville. Les habitants de Bytown l'accueillirent royalement au pied du canal Rideau. Le gouverneur général visita Rideau Hall, la résidence de Thomas Mackay, où il passa quelques heures. Egan voulait en faire autant, sinon plus, pour accueillir Elgin. En carrosse et à cheval, les invités d'honneur se mirent en route pour Aylmer. Le défilé fit un arrêt aux Chutes-Chaudières. En dessous du pont Union, 3 radeaux de bois équarris, décorés avec fanions et bannières, l'attendaient pour une démonstration de la descente, ce qu'ils firent avec excellence. Le défilé rejoint alors une cavalcade de yeomen montés et continuèrent la route en direction d'Aylmer. Une arche avec l'inscription « Welcome to Aylmer » fut érigée au poste de péage à l'entrée du village. Une foule s'était installée aux abords du chemin décoré de drapeaux et de conifères pour voir le gouverneur général. Après les cérémonies d'usage, un banquet fut servi aux invités, suivi d'une danse dans la grande salle de bal. Les musiciens plièrent bagages à minuit et Lord Elgin passa la nuit chez les Egan. Le lendemain, Elgin, Egan et compagnie se rendirent au quai de l'auberge de Sims et montèrent à bord de l'Emerald. L'objectif,
Persuadé, Lord Elgin a voté les fonds nécessaires pour la construction du Georgian Bay Ship Canal qui, selon lui, était justifié pour promouvoir les infrastructures nécessaires pour le développement de l'Outaouais supérieur. Au terminus de Shaw Falls, ils transférèrent sur le chemin de fer Chevalin, tandis que John Egan pointait le trajet du futur canal. Il faut dire que John Egan prenait tous les moyens disponibles pour arriver à ses fins. Il donnait du travail à 3500 hommes dans 100 chantiers et à des centaines de fermiers qui fournissaient les approvisionnements requis pour les chantiers, à savoir 1600 bœufs et chevaux. Merci de votre attention. Ce fut un plaisir de vous entretenir de ce petit bout de notre histoire. Et je vous laisse avec cette pensée. Hier, c'est de l'histoire, demain, c'est l'espoir, mais aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent.